Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'Interaction. Comme vous le savez, Interaction, c'est la seule tranche sur l'espace 50 qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer en suivant trois principes. Le principe de la liberté, le principe de l'objectivité et bien sûr le principe de la citoyenneté. Parce que cette émission, n'oubliez pas, se veut pédagogique et nous sommes censés informer, bien sûr, mais surtout éduquer toute la masse qui nous suit. Alors, comme promis la dernière fois, nous allons aujourd'hui parler de l'intellectuel ou de l'intellectualisme. Qui est intellectuel? Qu'appelle-t-on intellectuel et quel est son rôle à jouer dans la société? Est-ce un enfant de primaire, de secondaire, des universités ou des instituts supérieurs? Qui est censé être appelé intellectuel? Eh ben, cette question aura des pistes, des éléments de réponse tout à l'heure au cours de cette conférence qui sera bien sûr animée par celui que vous connaissez et que vous attendez tous les mercredis. Il s'agit de Guillaume Pépin Manjolo qui est déjà dans ce studio et à qui je dis bonjour. Bonjour Jérémy. Voilà, maître, la dernière fois, nous avons promis aux auditeurs que nous parlerons aujourd'hui, nous ferons le point sur l'intellectuel. Parce que tout le monde en République démocratique du Congo s'appelle intellectuel, se qualifie d'intellectuel. Mais alors, nous voulons savoir au juste qui est censé porter cette appellation d'intellectuel. Merci Jérémy. Aujourd'hui, nous allons faire ça sous l'angle de la considération intempestive. Ça, c'est un nouveau concept. Oui, au fait, c'est juste l'équivalent de la considération inactuelle. Elle est intempestive parce qu'elle pulvérise tout sans état d'âme. Elle fait tabula rasa. Oui. Wow. C'est-à-dire que nous nous sommes mentis à nous-mêmes. Nous avons refusé d'atteindre la vérité absolue. Comme disait Jack London, tout ce qui est en dessous de la vérité absolue est mensonge entre soi et soi. Alors, nous complaisons à être dans un mensonge organisé. Nous sommes fiers de ces mensonges. Quand vous regardez les plateaux de télévision, les gens se mentent à eux-mêmes. Ils se prévalent de ce qu'ils ne sont pas. Et tout le monde applaudit. Et je pense que ce qui grandit la société, c'est plutôt la quête de la sagesse. C'est pour ça que il y a des parlements et les parlements chez nous correspondent à ce qui a été fait dans le passé, dans nos entités précoloniales, d'où l'appellation notamment en ce qui concerne les Kassayens, des Chipuitamunanfouan, c'est-à-dire les gens qui ont la sagesse, qui prennent le temps de réfléchir pour répondre à une question tout en fumant leur pipe. Alors cette sagesse, puisque nous ne l'avons pas façonnée de manière précise sur papier en ce qui concerne nos entités politiques précoloniales, nous nous référons à ce que les autres ont fait, tiré de notre expérience à travers le cheminement de l'information de la RDC vers notamment l'Égypte antique, qui est récupérée par les Grecs et qui nous est renvoyée aujourd'hui. Alors, on commencera cette histoire, cette conférence d'aujourd'hui, par une position très particulière d'Épicure dans sa lettre à Ménécée. Dans cette lettre à Ménécée, Épicure a deux aspects. D'une part, il parle de la mort. Et le fait n'est pas avoir peur de la mort parce que, tout simplement, c'est l'absence de toute souffrance. D'autre part, il parle de la nécessité de philosopher, sans cesse. La quête de la sagesse sans cesse, à quelque âge que ce soit. Alors, c'est cet aspect-là qui nous intéresse le plus, afin d'aller vers la direction qui est la nôtre
de la considération intempestive d'aujourd'hui. C'est-à-dire les mots intellectuels, moyennement son origine, les travaux intellectuels, la place de l'intellectuel, de sorte à ce qu'on puisse savoir de quoi il s'agit exactement. Et aller vers cette lettre ou cette portion de la lettre d'Épicure, c'est demander à ce qu'on soit pleinement dans la sagesse et non dans la passion contemporaine. Contemporaine. Exactement. Alors, Épicure dit ceci dans sa lettre à Ménécée sur l'aspect de la philosophie. Quand on est jeune, il ne faut pas remettre à philosopher. Donc il ne faut pas remettre à demain à philosopher. Et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est trop tard ou trop tôt pour travailler à la santé de l'âme. Or, celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée ou est passée pour lui ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui ou qu'elle n'est plus. Les jeunes hommes et les vieillards doivent donc philosopher l'un et l'autre, celui-ci pour rajeunir au contact du bien, en se remémorant les jours agréables du passé, celui-là afin d'être, quoique jeune, tranquille comme un ancien en face de l'avenir. Par conséquent, il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le bonheur, puisque lorsqu'il est à nous, nous avons tout. Et quand il nous manque, nous faisons tout pour l'avoir. Attache-toi donc aux enseignements que je n'ai cessé de te donner et que je vais te répéter. Mets-les en pratique et médite-les. Convaincu que ce sont les principes nécessaires pour bien vivre. Ça, c'est la lettre d'Épicure à Ménécée. Donc, il faut toujours philosopher. Alors, à la suite de cette correspondance de la période antique, qui est toujours d'actualité, nous allons aller maintenant vers une autre correspondance. C'est la correspondance de notre cher ami Nietzsche, qui est devenu quasiment notre icône ici dans cette maison, qui écrit à son ami Rode. Rode, c'est vraiment quelqu'un qui a été fanatique, très très proche de Nietzsche, qui l'a soutenu, c'est aussi un philologue, qui l'a soutenu à l'époque où Nietzsche était vilipendé par tous. Savez-vous que Nietzsche enseigne à 25 ans, il a son doctorat à 25 ans, il enseigne déjà à Bâle, en Suisse, et que ces salles de classe font des fois 5 personnes, 3 personnes. Et on estime que ce qu'il écrit, ce qu'il dit, personne ne comprend rien. Il y a une sorte de coalition contre Nietzsche. Il se trouve défendu simplement par un de ses amis, notamment Rode, qui fait des pamphlets contre tous ceux qui attaquent Nietzsche. Donc c'est quelqu'un de très proche. Mais en même temps, Nietzsche fait la différence entre sa proximité avec Rode et la critique scientifique que Rode peut porter sur un autre ami à Nietzsche, qui est Taine, c'est un Français, qui est aussi un philologue. Alors, un texte de Taine est publié, je pense que c'est Les Chats, et Rode lit les textes qui lui a été envoyés par Nietzsche. Rode estime que bon, c'est très mal écrit, on n'y comprend pas grand-chose et tout ça, et par conséquent, il n'est pas content du tout, et il dit ça à Nietzsche par une correspondance qui fait très très mal à Nietzsche, et Nietzsche lui répond. Voilà comment commence cette lettre. Elle est du 19 mai 1887. À Erwin Rode. Non, mon cher vieux Rode, je ne permettrai à personne de parler de M. Taine avec autant d'irrévérence qu'elle est faite à l'être, et encore moins à toi, parce qu'il est contraire à toutes les convenances que tu traites ainsi quelqu'un dont tu sais que je le tiens en haute estime. Tu peux bien, si cela te fait plaisir, dire des sottises sur moi, tant que tu veux, et tu en as l'habitude. C'est dans la nature des choses, je ne m'en suis jamais plaint. Je n'ai même jamais attendu quoi que ce soit d'autre, mais pour ce qui est d'un savant, comme M. Taine,
un homme de ton espèce, tu devrais avoir l'œil. Dire qu'il est dépourvu des contenus est tout simplement une bêtise insensée digne d'un étudiant. Car c'est comme par hasard la tête la plus substantielle en France actuellement. Et cela mériterait cette remarque que c'est justement là où un tel ne voit aucun contenu, qu'il se pourrait bien qu'il y ait un contenu. Mais un contenu qui simplement n'est pas pour lui, dans l'histoire douloureuse de l'âme moderne, une histoire à bien des égards tragique. Taine incarne un type accompli et vénérable, associant plusieurs des plus nobles qualités de cette âme. Son courage implacable, la pureté absolue de sa conscience intellectuelle, la modestie touchante de son stoïcisme au cœur de la solitude et du dénuement. Un penseur doté de telles qualités mérite les respects. Il appartient au petit nombre de ceux qui éternisent leur époque. Je trouve du réconfort à la vue d'un pessimisme aussi audacieux, un pessimisme audacieux, qui fait son devoir patiemment, inexorablement, sans manifestation bruyante et sans comédie, et qui peut véritablement dire de lui qu'il le veuille ou non, sa vie devient une mission. Il tient à tous ces problèmes de manière également nécessaire, et non pas aussi arbitrairement, aussi accidentellement que toi et la plupart des philologues à la philologie. Soit dit sans vouloir t'offenser, mais je crois que si je ne connaissais de toi que cette seule déclaration, je te mépriserais pour le manque d'instinct et de tact dont tu as fait preuve. Heureusement que je te considère par ailleurs comme un homme avisé. Mais tu devrais entendre Burckhardt parler de Taine, ton ami Nietzsche. Fin de la lettre. C'est pas beau ça. La puissance intellectuelle, c'est-à-dire on te rappelle que, attention, tu es dans la passion contemporaine. Voilà où intervient la passion contemporaine. Il s'avère simplement à cette période particulière, tout le monde s'en prend à Taine. Parce qu'on ne les comprend pas au même titre qu'on ne comprend pas Nietzsche. Alors on se dit, tiens, mais on ne comprend pas ce qu'il fait, sa philologie est banale, est nulle, c'est vide et tout ça. Et Nietzsche est le seul à pouvoir défendre cet ami-là aussi, mais qui est français entre-temps et qui fait du bon travail, qui correspond à cette distance particulière avec la démarche conventionnelle. Et ça, on verra ça plus tard avec la position des Noam Chomsky et les intellectuels comme on les entend aujourd'hui et leurs pratiques. Donc, c'est à juste titre que, étant une sorte d'esprit libre, non, pas une sorte, c'est un esprit libre, Nietzsche estime que c'est comme ça qu'il faut envisager les choses et pas autrement. Il faut soutenir ce qui est vrai et pas ce qui est dans le vent. C'est que tout le monde accompagne, tout le monde applaudit. Il est de bon ton chez nous, les humains, d'applaudir. On n'est pas d'accord avec celui qui dit qu'il n'est pas dans le mouvement. Or, très souvent, celui qui dit qu'il n'est pas dans le mouvement a raison. Très souvent, c'est ça. Et alors, donc, après avoir présenté ça, la deuxième lettre, c'est celle maintenant, en fait, la deuxième lecture, ou la troisième lecture, c'est celle en rapport avec les textes que j'ai institués avant de commencer les explications. Dans mon texte, L'homme et la structure, à la page 58, que j'avais lu la fois passée, que j'ai réitéré de nouveau pour ceux qui n'avaient pas suivi, parce que c'est l'objet de la discussion d'aujourd'hui. Il est de toute importance de rappeler que le mot intellectuel est malmené et galvaudé en RDC avec enchantement et délice. Nous avons le devoir de porter à l'attention du lecteur, en particulier du lecteur congolais, que le mot intellectuel nécessite une approche modeste, circonspecte et une utilisation parcimonieuse parce qu'il y recèle une profondeur. Ne peut prétendre à ce titre que c'est lui qui éclaire la communauté par la production de l'intelligence, à travers des théories abouties, vérifiées et de nature à modifier les quotidiens, tout cela avec une distance absolue. Dans ce cas, l'intellectuel ne prétend rien. Il construit et déconstruit, analyse, dissèque et finit par faire la démonstration qui illumine la communauté. Convenons donc qu'on tienne pour nulle toute prétention au titre d'intellectuel en dehors de ces cadres.
Donc, là, on a circonscrit l'espace et les champs de l'intellectuel. Il ne peut avoir des prétentions que c'est lui qui produit l'intelligence et modifie ou donne des outils de modification de la société. Or, on est dans une confusion extraordinaire avec le travail intellectuel et l'intellectuel en tant que profession. Le travail intellectuel est à faire, donc est différent du travail manuel. Ok. C'est tout simplement ça. Ok. Vous n'êtes pas intellectuel parce que vous êtes instruit et que vous travaillez sur papier. Contrairement à un chauffeur de bus, à un menuisier, à je sais pas n'importe quel métier, tout ça. Non, vous faites un travail intellectuel, c'est-à-dire sur papier. C'est l'acte déposé, l'acte qu'on pose en griffonnant pour envoyer une correspondance, organiser une réflexion par rapport à la réponse à donner, à traiter un dossier quelconque. Publier un article. Un article simple, Voilà. s'il n'est pas scientifique. Ces actes-là, ce sont les actes intellectuels. Ce n'est pas la profession d'intellectuel. Ok. Donc l'intellectuel devient carrément Une profession. Ok. Intellectuel devient une profession. Avant intellectuel, les correspondants d'intellectuels, c'est les philosophes, c'est les sociologues. Dans une moindre mesure, les psychanalystes. Mais la psychanalyse est associée depuis Freud, on l'a associée depuis Freud et Lacan, quasiment à une branche de la philosophie. Même si elle est contestée par des gens comme Onfray, qui n'est pas d'accord avec ça, qui dénature tout, en fait qui refuse. Quelque part, je les rencontre aussi, parce qu'il y a énormément de supercheries dans cette démarche de la psychanalyse. Et ce sont les mêmes méthodologies qui sont employées et tout ça, mais finalement on découvre que bon, c'est plus de la petite magie que de la science pure. C'est vrai, j'ai du respect pour Lacan, j'ai du respect pour Monsieur Hérodia, qui est un psychanalyste, un vrai. Oui, M. Hérodia, c'est vraiment un grand psychanalyste. Il l'a fait à Paris avec un cabinet, tout ça. Donc en RDC, on a eu quand même quelqu'un de cet auteur-là. Ok. Parce que lui, c'était un lacanien. Donc voilà. Et les gens qui l'ont fréquenté à Paris, que j'ai croisé, tout ça, m'ont dit que non, il avait du vrai talent et un vrai bagage intellectuel dans ce domaine-là. Mais bon, ce sont les gens qui ont la maîtrise totale de la philosophie. Donc ce travail qu'on pose sur papier, qu'on fait sur papier, c'est un travail intellectuel. Mais il ne fait pas de vous intellectuel parce que vous ne produisez rien, vous ne modifiez pas la structure sociale. Et il y a les axes maintenant qu'on prend en tant qu'intellectuel. Je voudrais vraiment que vous puissiez reprendre cela, mais cette fois-ci en lingala. Vous allez parler en lingala pour que les gens puissent comprendre ce distinguo entre producteur de l'intelligence et juste utilisateur, s'il faut que je le dise ainsi. Il y a quelqu'un qui produit de l'intelligence, d'une part, et d'autres qui met en pratique cette intelligence produite par d'autres. Exactement. Donc, Ezaboye, Moussala ya papier, oui, aux bic nayo, aux papier nayo, aux communs, aux tindi mukanda, parce que, le courrier, aux avocats, aux ceci, aux juges, et tout ça, aux technocrates, na cabinet politique, aux moussala papier, aux journalistes, et zali moussala intellectuel. C'est-à-dire que, on travail intellectuel. Voilà. Bon. Mais, ezako pesa yo qualité, ya intellectualité. Intellectuel, mot intellectuel seul, est sa profession. Ok. Et comme profession. Depuis très longtemps, mais biso lokola toza francophone, origine, il y a socialisation, il y a profession, il y a mot intellectuel, et bandit avec l'affaire Zola. Donc l'affaire Dreyfus avec les J'accuse de Zola. C'est là où, en France, incorporer en akatia terminologie à métier. Ok. À partir, il y a Zola. Zola Émile Zola, dont la lettre naïe le 13 janvier 1898. À propos, il y a accusation, il y a Dreyfus, un capitaine français, mais d'origine juive, qui avait été accusé pour espionnage et tout ça, et qui devait être exécuté. Donc, Zola se trouve le seul défenseur de Dreyfus contre tout le monde. Ah bon? La plupart des gens instruits
étaient dans le mouvement parce que la protection, les nationalismes et tout ça disposait que les gens puissent être contre Dreyfus, dans la mesure où d'ailleurs on était contre les Juifs à l'époque et tout ça, c'était latent. Zola seul s'élève et dit non. Il fait dans les journaux Aurore les textes J'accuse qui est resté célébrissime. Et c'est là où naît la profession de l'intellectuel. C'est lui qui est contre ce qui va dans le sens commun, dans le sens du troupeau. Mais en même temps, il produit de l'intelligence. Il faut voir les textes de Zola, qui impriment sa situation sur ce qui se passe dans la partie nord de la France, où les gens sont dans les charbonnages et tout ça, où il y a un travail très très dur, et où il vous écrit notamment l'Assommoir, qui est un travail, c'est-à-dire, il vous explique comment est-ce que les gens qui travaillent là-bas, quand ils sortent, comment ils souffrent, qu'ils doivent aller se réfugier dans la boisson, c'est ça l'Assommoir. Donc, c'est un travail très pointu de l'étude sociale, de la compréhension sociologique et tout ça, de la présentation de toutes les tares de la société. Donc, Zola fait ce travail-là à travers son écriture. Et il s'affirme en tant qu'intellectuel au sens social du terme, de celui qui produit de l'intelligence à travers notamment la résistance à une oppression, à une injustice. Ici, l'occasion c'était sur l'affaire Dreyfus et les J'accuse. Donc si je comprends bien, Maître Guillaume, ça veut dire que la profession d'intellectuel consiste à la production d'une intelligence susceptible d'éclairer la société. Exactement, mais on va beaucoup plus loin aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire que intellectuel, c'est l'activité qui repose sur l'exercice de l'esprit dans l'espace public, okay, et que on ne prend pas la responsabilité, mais on a l'autorité. Ok. On est la référence. Il s'avère simplement que dans les années 70 et 80, quelqu'un comme Sartre, quand il avait dit quelque chose, le monde entier était au courant. Ah oui. Et ça s'imposait en tant que règle. Sartre a dit. Une véritable notoriété, mais incommensurable. Il s'est passé quelque chose de particulier où quelqu'un va voir, il était ministre de l'Intérieur, à l'époque où Charles de Gaulle est encore chef de l'État, dans les années 60. Et Sartre commence avec son travail et tout ça, il soutient, il accompagne tous ceux qui sont comme Frantz Fanon en train de travailler sur les indépendances, la décolonisation et tout. Mais il y a un bouillonnement terrible sur Paris. Et c'est conduit par Sartre. Même si je suis pas dans la philosophie de Sartre, je l'accompagne pas. Mais simplement, c'est une personnalité très importante qui s'est imposée en tant que telle et qui, de sa parole publique, qui a l'autorité, en fait. Et alors, ces ministres vont voir de Gaulle pour lui dire, il faudrait qu'on l'enferme. Il dit, pardon? Enfermer Sartre? T'es pas sérieux? Ah oui, il est contre nous. Il dit, mais jamais de la vie. On n'enferme pas un philosophe. Si vous voulez lui donner l'envergure encore plus, vous l'enfermez. Vous allez faire des processions. Ici, on ne peut pas se permettre, on ne touche pas un philosophe. Laissez-le parler, qu'il continue à parler. Pourtant, tout le monde sait qu'effectivement, pendant la période de Gaulle, c'était la dictature quasiment. Les pouvoirs, c'était un pouvoir de type royal. Oui. Et tout le monde l'a dit, on le traitait les dictateurs. Et il y a énormément des interviews qui rapportaient ça et tout ça. On lui pose la question, est-ce qu'il êtes-vous dictateur et tout? Bon, bref. Mais c'était une sorte de dictature en France à l'époque. Parce que la constitution de 58, organisée pour la Ve République, organisait un pouvoir d'une autorité presque royale. Contrairement à ce qui s'est passé avant dans la Quatrième République. Donc, partant de là, on pensait que De Gaulle avait le pouvoir de faire tout ce qu'il pouvait faire. Il dit non, il a la conscience, parce que quelqu'un est suffisamment instruit, très très élevé, c'est un Saint-Cyrien. Donc, il dit non, on ne peut pas toucher à un philosophe. On ne touche jamais aux philosophes. Et ça, je pense que même dans les pays qui sont les nôtres, on devrait prendre conscience de ça. Ne pas toucher à un philosophe. Je parle des philosophes, des penseurs, des grands penseurs. Des penseurs, oui. Pas ceux qui prennent des positions partisanes et tout ça, bon, ça n'a aucun intérêt. Les gens qui, quand ils reçoivent l'argent d'un parti politique ou d'un homme politique, ils commencent à défendre les intérêts de ces messieurs-là, au motif que donc, ce n'est plus la science. La science
recommande qui verse dans des passions contemporaines exactement au détriment de la science. Et bien sûr, parce que nous qui sommes nietzschéens, nous sommes soumis au crépuscule des idoles. Donc, on ne peut pas idolâtrer un être humain au motif qu'il a le pouvoir ou il a l'argent. C'est interdit. Okay. Ce qui fait que vous n'entendrez jamais dans mes propos en train d'encenser quelqu'un au motif qu'il a de l'argent ou il a le pouvoir. C'est interdit. C'est haram. Alors, vous avez très bien explicité la profession d'intellectuel. Mais qu'en est-il alors de toutes ces personnes au jour d'aujourd'hui qui ne sont pas intellectuels de profession, mais qui ont étudié, qui ont des titres universitaires, académiques, scolaires, ainsi de suite, et qui s'appellent intellectuels. Comment devraient-ils être appelés, ceux-là? Non, il faut qu'on les appelle par rapport à leur métier. Il est journaliste, il est avocat, il est prof d'université. Voilà, mais bon, tant qu'il n'a pas sorti des théories qui s'appliquent à notre société, tant qu'il n'a pas l'autorité sur la parole publique et qui s'impose en tant que tel, c'est pas un intellectuel. Tant qu'il ne produit pas de pensée qui s'impose dans la société. Ce n'est pas un intellectuel. Malheureusement, c'est une profession. Okay. Donc, pour pouvoir appréhender les choses au mieux, il faut faire la différence entre un travail intellectuel et la qualité d'intellectuel. Okay. Celui qui fait un travail intellectuel n'est pas forcément intellectuel. Voilà. Il peut l'être. Parce que de toute façon, l'intellectuel fait un travail intellectuel, il est intellectuel en même temps. Donc, la définition qu'on disait ici, activité qui repose sur l'exercice de l'esprit dans l'espace public. Bien. Maintenant, il faut ajouter à cela l'autorité. On a autorité sur une disposition. C'est d'autorité. Il a dit. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Il l'a dit. Ça s'impose. Ça s'impose. Okay. Onfray dit, je vais vous donner la nouvelle définition du peuple. Tout le monde se regarde, c'est quoi le peuple? Oui, mais non, c'est pas ça le peuple. Et c'est pour ça que je profite pour donner la dernière définition d'un intellectuel français, Michel Onfray, du peuple. Ok, allez-y. Il dit, on a tellement floué les gens. Tout le monde dit, le peuple est avec moi, je suis avec le peuple et tout ça, c'est faux. Le peuple est cette entité politique sur laquelle s'appliquent les pouvoirs. Il a juste l'autorisation de faire un choix, de plébisciter quelqu'un, ou un groupe de gens, et de se taire. C'est ça le peuple. Le peuple n'est pas forcément... Parce que, regardez bien, une fois que quelqu'un est élu, ou il est porté à très haut niveau, il ne se promène pas avec le peuple autour de lui. Il ne mange pas avec le peuple, il mange seul. De temps en temps, il va jeter des miettes. Quand vous voyez quelqu'un jeter 100 000 $, c'est qu'il a 10 millions. Il aurait fallu qu'il puisse, lorsqu'on parle du peuple, on doit revenir à la révolution léniniste. C'est quoi cette révolution léniniste? Exactement. Qui n'est pas applicable à la société humaine. L'homme étant un loup pour l'homme étant individualiste, l'homme étant fondamentalement capitaliste seul. Il veut d'abord lui pour lui. C'est suffire. Or, il ne se suffit pas. Lorsque Lénine prône la révolution, elle consiste à quoi, ce communisme particulier? Elle consiste en ceci. On fait 2 classes sociales, pas 3, 2. Une classe composée des moudjiks, c'est-à-dire des paysans, qui travaillent la terre et tout le reste. Une classe composée d'apparatchiks, ceux qui vont devoir gérer. D'accord? Tout le monde est instruit. Tout le monde est instruit. Mais simplement, on fait par période. Pendant 5 ans, il y a un groupe de gens qui vont travailler les champs. Et l'autre qui va devoir être dans les bureaux, organisé, structuré. Mais tout le monde a la même instruction, il faut retenir ça. Et au bout de 5 ans, on fait la révolution, on renverse. Les tendances. Les apparatchiks vont dans les champs, travailler les champs. Ah bon? Et ceux qui sont dans les champs vont dans le bureau. Est-ce que c'est possible humainement? Non. D'où le communisme n'est pas possible. Voyez-vous, cette révolution n'est pas applicable à la race humaine. De la même façon que lorsque Che Guevara, après avoir accompagné Castro chez lui et récupéré le pays, demande qu'on applique ça. Castro lui dit non. Non. Il dit qu'on doit absolument appliquer la révolution, qu'on soit dans les champs avec tout le monde, et puis bon, dans le bureau par la suite et tout ça. Castro dit non, c'est pas, on ne gère pas comme ça.
Et puis l'autre face, parce qu'il y avait deux demandes, celle-là d'appliquer pleinement la révolution, et puis de continuer à pouvoir étendre la révolution à travers le monde, notamment à travers l'Amérique latine. Castro dit non, je me suis fié avec le Cuba, je ne vais pas aller plus loin, et puis, bon, alors, ils se sont séparés sur cette base-là. Donc, dans ces mouvements d'intellectuels, malheureusement, on découvre qu'effectivement, il y a une série d'intellectuels qui sont des intellectuels liés au pouvoir. Dans l'ère du temps, qui accompagnent des pouvoirs. Ce sont ceux-là d'ailleurs contre lesquels Noam Chomsky lutte et attaque. Un groupe de gens qui ont autorité parce qu'ils ont produit des choses et qui finalement, au lieu de pouvoir continuer dans cette liberté d'esprit, deviennent les accompagnateurs des situations. C'est-à-dire qu'ils trouvent tous les mécanismes nécessaires pour accompagner des choses contre nature. Et il y a une attaque magistrale de cette tendance-là par Noam Chomsky, qui est un Américain, qui est un intellectuel abouti. Donc voilà un peu dans quoi on se trouve dans cette acception d'intellectuel qu'il faudrait absolument, en ce qui nous concerne, revoir de fond en comble. Alors, revenons dans la société RD congolaise. Quel est le rôle précis, le rôle exact que devrait jouer l'intellectuel, surtout par rapport à la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Le premier élément voilà. nous est donné par Nietzsche, toujours dans les premières considérations inactuelles, puisque nous sommes dans l'intempestive. Il dit il faut éviter les tutti unisono. Ça veut dire? Chaque fois que vous voyez qu'un groupe de gens s'adule sur une position, méfiez-vous. Que les plus grands nombres soutiennent une position, posez-vous la question. Est-ce que cette position est par rapport à une évaluation stricte, pointue d'un esprit libre, ou c'est un mouvement des masses comme les gnous, un mouvement des troupeaux? Et très souvent, c'est un mouvement des troupeaux. J'ouvre la parenthèse. Je mets un élément politique actuel. Et je vais faire ma parenthèse. Nous ne parlons pas politique, mais simplement, c'est une illustration. Nous avons vu Kagame et Lourenço être reçus à Paris. À Paris, oui. Parce qu'ils sont inquiets de la situation de la RDC, estiment qu'ils sont légitimes à pouvoir en parler pour éviter qu'il se passe des choses chez eux. Alors, la question maintenant, est que, bon, les Congolais, ceux qui sont rentrés dans ces mouvements des gnous, embrassent la situation, accompagnent la situation. Alors, dans les premières considérations de Nietzsche, il dit, ce n'est pas normal et c'est même pénible de voir que des personnalités difformes se mettent devant leur miroir et sont contents de voir leurs reflets et s'applaudissent. Tout en étant difformes. Tout en étant difformes. Ils se rendent même plus compte qu'ils sont difformes. Et applaudissent et sont soutenus par leurs victimes. Et là-dessus, j'applique directement la servitude volontaire. Les discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Voilà. Ici, en l'espèce, d'où vient cette difformité? Les regards portés sur la RDC, c'est un jugement sur le processus démocratique. N'est-ce pas? Très bien. Est-ce que la France est outillée pour critiquer la RDC sur la démocratie? Bien entendu. Est-ce que les conséquences? Bien entendu, pourquoi? Il faut d'abord qu'on reste là-dessus. Parce que la France applique la démocratie chez elle. C'est un exemple de la démocratie. C'est un exemple démocratique. Ok. Et par conséquent, elle peut donner un avis. Même si elle ne peut pas s'ingérer dans nos histoires internes, on ne va pas accepter, mais elle peut dire, voilà, vous avez choisi un modèle,
qui est comme les nôtres. Alors il faut l'appliquer. Voilà, appliquez-le comme ça. Voilà. Un conseil d'amis. Ok. D'accord? Parce que nous l'appliquons. Moi, Macron, personne ne pouvait penser que je pouvais prendre le pouvoir. Manuel Valls me traitait d'un enfant, qui m'a méprisé alors que j'étais son ministre, qui m'a retiré la parole en pleine Assemblée nationale. Aujourd'hui, se rend compte qu'effectivement la démocratie permet qu'un Macron prenne le pouvoir. J'ai pris le pouvoir. Tous les pouvoirs d'ailleurs. Donc c'est un modèle. Donc, partant de là, donc la péroraison de la situation de Macron s'applique. Le syllogisme est parfait. Maintenant, tournons-nous vers Lourenço. Lourenço fait partie du MPLA. Le MPLA s'est battu contre l'UNITA. Le MPLA a pris le pouvoir en 1977. Il est resté quasiment le parti unique. Unique, ça ne suffit pas, ça s'appelle parti-État. Voilà. Et lorsqu'on parle de débauchage, on oublie que quasiment tous les cadres importants de l'UNITA ont été récupérés et se trouvent dans les MPLA. Donc l'UNITA qu'on voit là, c'est juste une fantaisie. La plupart des cadres de l'UNITA réels sont à l'étranger, en exil. Donc il y a un parti-État. C'est lui qui est patron du parti et patron du pays. Et il gagne toujours des élections qui sont organisées sans cesse. Ça sert toujours comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre parti. Donc c'est une dictature. Cette dictature est organisée de sorte que il y a un média national, il y a une téléphonie nationale, mais tout est organisé autour, de manière militaire, autour de l'MPLA. De manière à conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Mais il n'y a pas d'espace de discussion. Ça n'existe pas en Angola. Il faut faire l'Angola pour pouvoir. Il n'y a pas d'espace de discussion. Bon, maintenant, on peut dire sur les bien-être éventuels, on peut en discuter. Mais il n'y a pas d'espace de discussion au sens démocratique tel que la France définit la démocratie. Voilà pour la situation en ce qui concerne l'Angola et les MPLA et le Lourenço. Maintenant, tournons-nous vers plutôt Kigali. Tiens donc. Ah, il n'y a même pas à dire. Ce monsieur vient de modifier la Constitution pour qu'il reste à vie au pouvoir. Premier élément. Il n'y a pas de parti d'opposition dans ce pays-là. Une pauvre fille s'est arrogée les kilos selon Kagame de se proposer candidat à la présidence de la République. On a été la voir. On l'a filmée, toute nue. On l'a déshabillée. On l'a menottée. On a montré ça en public. On l'a humiliée. Kagame est impliqué dans les massacres dans la partie est de la RDC. Depuis l'ouverture des frontières par la France avec l'opération Turquoise, en 94, qui a déversé des millions de gens, qui a fait que Kagame s'octroie les droits de poursuite en RDC pour venir massacrer les Interamoués et au passage un paquet de Congolais, fait qu'on parle aujourd'hui de plus ou moins 6 millions de morts dans la partie Est. Nous avons porté l'affaire en justice contre à la fois l'Ouganda et les Rwandais. Malheureusement, c'était devant la Cour internationale de justice. Et le principe étant que si on n'est pas signataire du traité de Rome, on ne peut pas être attrait devant cette justice-là. Ouais. Donc, Kagame ne pouvait pas être attrait, mais Museveni a été attrait et ils ont été condamnés à plus ou moins 10 milliards parce que ça c'est lié notamment à la guerre qui s'est passée à Kisangani entre les deux armées qui se battaient pour avoir les terres congolaises. La guerre de 6 jours. Oui. Donc, voyez-vous les personnages en question. Kagame a été les formateurs du RCD. Kagame a été le formateur et l'arrière-base du CNDP. Kagame a été le formateur et l'arrière-base du M23. Donc, les Kundabatware, les Mutebusi, les Tanganda, d'ailleurs, qui s'avèrent aujourd'hui être complètement rwandais, tout ça. Donc, ce qui a à craindre l'autre, c'est la RDC qui a à craindre. On n'a jamais été au Rwanda. Toutes les guerres qu'il y a eu ici en RDC, c'est pas en RDC. Donc, il n'y a pas d'incidence sur le Rwanda. Or, les guerres qui sont passées en RDC, c'est du fait du Rwanda. Alors, en quelle qualité on peut accepter que quelqu'un comme celui-là, au motif qui présiderait l'Union africaine, aille parler de nous en disant oui, par peur de la contagion, chez nous, il faudra absolument qu'on puisse intervenir, qu'on puisse regarder ce qui passe et qu'on puisse dire un mot. Non. Il est difforme, complètement difforme. Et il s'applaudit de sa position. Voilà. Et comme par hasard,
les tutti unisono de Nietzsche s'appliquent. Un paquet d'intellectuels congolais, hier j'en ai eu un sur un plateau. Je lui ai dit ça. Pour ne pas le citer, M. Kalele. J'ai fait référence à M. Kalele dans un texte. Ah oui, mais dans le même texte, qui est le texte ici présent. L'homme et la structure. L'homme et la structure. Et hier, je lui ai présenté ça en face. À la page 115, où je prends le texte de M. Kalele, tiré de son livre École, domination et aliénation des jeunes Africains. Pardon. Domination et aliénation des jeunes Africains. Allez-y. Oui. Il va ainsi décaler les Kabila, repris fidèlement par Kanyerunga. Parlant de l'enseignement primaire et secondaire, il déclare in extenso que l'enseignement colonial avait un caractère extraverti de domestication et d'aliénation. Alors, il explique toute la méthodologie, mais là, ce n'est pas le plus important. Le plus important vient lorsqu'il parle du principe générateur de division nationale. Voilà ce qu'il dit. La colonisation va indirectement préparer les désordres d'après l'indépendance. Les divisions tribales, les sécessions. Mobutu n'avait qu'à hériter d'une situation toute préparée. C'est-à-dire que l'Occident a pour mécanisme de diviser les enfants du même pays de sorte à ce qu'ils puissent entrer par une porte ou par une autre. C'est-à-dire que quand on dit, voilà, il y a un groupe qui soutient l'opposition, il faut savoir qu'il y a un autre qui soutient la majorité. Mais comme nous sommes tellement obnubilés par l'accès aux responsabilités, on oublie que nous sommes manipulés. Le principe basique que Kalel nous explique dans son texte, c'est l'organisation de la division interne. On ne peut pas rentrer dans un pays si il est uni. Il faut diviser. Et ces gens-là, par soif de pouvoir, on doit absolument les diviser. Donc, ce qui fait que l'intellectuel congolais qui a pensé utilement à l'époque, aujourd'hui, se soumet à l'autorité de l'autre. Je l'ai dit sur le plateau, c'est pas question de pouvoir parler en son absence, puisque ce que je suis en train de dire, vous pouvez regarder ça aujourd'hui à 16h sur Télé 50, dans version croisée. Avec Edmond Mouchipaï. Avec Edmond Mouchipaï. Je le lui ai dit en face, je répète ce que je lui ai dit hier, donc il n'y a pas d'accusation en l'absence de quelqu'un. Je suis malheureux de voir que l'intellectuel congolais soit soumis à la servitude volontaire. Ne fût-ce qu'un seul instant, penser, donner crédit à Kagame ou à Lorenzo, ça pose un problème. Il y a eu des débats dans ce pays sur notre pétrole accaparé par l'Angola. Le bloc 5, tout le monde le sait, sur le plateau continental. Tout le monde le sait. On a eu des discussions, j'ai participé aux activités de cette histoire-là et tout ça. On devait aller par rapport à la convention de Montego Bay. Il fallait aller à New York pour négocier tout ça. Et est-ce que ces gens-là, sincèrement, sont crédibles? Quelle est l'autre démocratie qui atteint notre niveau en Afrique centrale? On peut citer les pays qui sont autour de nous. Est-ce que les Congo-Brazzaville? Il y a eu la guerre chez eux ici en face de nous il n'y a pas très longtemps. Est-ce que nous sommes immixés? Non. Il y a eu modification de la Constitution. Est-ce qu'on s'est avec immixé? un président à vie. C'est la République centrafricaine, c'est les cas et compagnie qui est toujours en désordre aujourd'hui. C'est le Sud-Soudan qui est en guerre. C'est l'Ouganda. C'est les Rwanda. C'est les Burundi. C'est l'Angola. Mais en vertu de quoi? Nous avons des problèmes sérieux chez nous. Je suis ouvert, est ce que je lui ai dit hier notamment, au réquisitoire d'un intellectuel congolais face à moi. Argument contre argument. Mais je refuse, en tant que descendant des mains coupées, à me soumettre à l'autorité étrangère. Je refuse. Alors, qu'est-ce qui peut, expliquez-nous rapidement quelques secondes, qu'est-ce qui peut faire que celui qui hier professait l'intellectualisme, aujourd'hui, se verse quasiment ou totalement dans la servitude volontaire, comme vous le dites. Mais c'est l'ère du temps. C'est l'ère du temps, c'est-à-dire qu'il faut faire... on est dans la politique d'inimitié, comme dit Achille Mbembe, un Camerounais. C'est un historien et en même temps qui fait un peu de philosophie. Il dit, il est recommandé aujourd'hui, et c'est de bon ton, d'avoir un ennemi interne.
comme un ennemi externe. Ennemi interne au sens politique. Il faut l'accabler en permanence. Quand vous avez les vôtres, il faut l'entretenir en permanence. Et l'accabler sans cesse. De sorte à ce que la population qui vous regarde vous dise, mais oui, la cible est là. Vous détournez tout sur cette cible-là. Que les Congolais se lèvent au matin, qu'ils soient assis devant chez lui sans rien faire. Il faut lui dire, oui, c'est pas ta faute. C'est pas sa faute. C'est la faute de l'autre. Ok. C'est qu'il balaye pas chez lui. Non, c'est pas ta faute. Qu'il puisse prendre les sachets en plastique qu'il jette dans le caniveau, que demain, il puisse avoir l'eau qui rentre dans sa maison. C'est pas sa faute. C'est l'autre. Donc, vous avez un groupe d'intellectuels qui sont dans cette culture de l'inimitié politique et qui organisent, ça c'est l'inimitié politique, c'est Achille Mbembe, qui organise la haine politique, ça c'est Pascal Boniface. Donc cette haine politique est soutenue, est nourrie. Il faut les éléments qui nourrissent cette haine politique. Donc l'intellectuel est devenu une sorte de virus qui fait du mal au lieu de faire du bien. Or, il nous a été enseigné ici par Épicure que faites en sorte tout le temps de faire du bien pour produire du bien et le bonheur des autres, par vos actes, par la sagesse que chaque matin vous recherchez, vieux ou jeune. Vous avez des gens qui ont écrit des bouquins il y a 20-30 ans, qui ne lisent plus, qui, assis sur cette notoriété ancienne, font les commerces maintenant des pouvoirs, notamment soutenir ce type de position. Ce qui n'est pas acceptable. Humain, trop humain. On demande que l'intellectuel garde la clairvoyance, les vrais intellectuels, je ne parle pas de celui qui fait un travail intellectuel. Voilà un peu, je ne sais pas si maintenant on doit forcément, s'il y a une question avant qu'on passe aux auditeurs. Il est temps de prendre les appels et les réactions des différents auditeurs qui sont connectés en ce moment même sur la fréquence visible. Le standard est opérationnel, c'est le 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346, 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Eh ben, nous parlons de l'intellectuel et de son rôle dans la société et surtout en République démocratique du Congo. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, quel est le travail que doit en fait faire l'intellectuel? Parce que il y a ce qui se passe avec cette tripartite que vous venez tantôt de dénoncer. Ça n'augure pas un avenir meilleur pour la RDC. Quand on voit des telles combines, on se connaît le mal, je parle de l'individu de Paul Kagame, le mal qu'il a fait à la RDC et qu'il continue à faire. Et ce même individu allait s'arranger avec d'autres voisins et un autre pays étranger pour prétendre du bien de la RDC. Ça laisse à désirer. Mais qu'est-ce que doit faire l'intellectuel dans ce cas-ci? En fait, l'intellectuel doit rester sur les triptyques raison, vertu, bonheur. Il ne doit pas se départir de ça. Raison, vertu, bonheur. Socrate. Il avait placé ça, c'est incontournable. Nietzsche, dans Humain trop humain, déclare ceci. Là où vous voyez des choses idéales, moi je vois les choses humaines. Hélas, trop humaines. Je connais mieux l'homme. Un esprit libre ne signifie pas autre chose qu'un esprit affranchi. Un esprit qui a repris possession de lui-même. Or, la plupart des gens, ce sont des faits d'eux-mêmes, au profit des moyens matériels ou sur le fondement de la haine de l'autre. Constatez, ceux qui sont plus virulents sont ceux qui ont été, notamment chez nous, à côté ou dans le pouvoir. Ils sont extrêmement virulents. Alors, ils doivent récupérer tous les travers qu'ils ont connus de leurs partenaires pour en faire le commerce. Donc, en tout cas en ce qui concerne les intellectuels, ils ont perdu possession d'eux-mêmes. Les tons, l'allure apparaissent complètement changés. On trouvera dans ces livres, il parle de ces livres en ce qui concerne Humain trop humain, sage, posé, parfois dur et ironique. On dirait qu'un certain intellectualisme au goût aristocratique s'efforce constamment de dominer
un courant de passion qui gronde par en dessous. Je répète ça parce que ça me paraît utile. Voilà. Donc, en lisant Nietzsche, vous trouverez, on dirait qu'un certain intellectualisme au goût aristocratique s'efforce constamment de dominer un courant de passion qui gronde par en dessous. C'est-à-dire que le fait de rester intellectuel, toutes les passions qui sont en dessous, on n'est pas touché, on le domine, on est au-dessus. On vogue, on regarde, parce qu'on a un esprit libre. Tel a fait mal, je vais le dire parce que je suis un esprit libre. J'ai dit tout le temps ici et très souvent qu'un imbécile de la majorité reste un imbécile parce que les critériums de l'imbécile lui est applicable. Il est imbécile au même titre qu'un imbécile de l'opposition. Il n'y a pas un imbécile supérieur à l'autre, ce sont deux imbéciles. Quelqu'un qui, au regard de sa position, ne peut pas faire la file dans un supermarché, ne peut pas faire la file au niveau d'une station d'essence, ne laisse pas passer les autres, fait les contresens en circulant. En vertu de quoi je lui dois respect? Je ne peux pas lui devoir respect au motif qu'il est de la majorité ou il est au pouvoir. Je dirais non. On est censé avoir une discipline et l'ordre. Lorsque vous trahissez ces éléments des sociétés, je n'ai pas de respect pour vous. Guillaume, une question me vient à l'esprit. On voit dans d'autres professions un avocat corrompu, un enseignant corrompu, et dans le cas échéant, quand on parle d'intellectuels, Oui. il peut aussi y avoir des intellectuels corrompus. Mais totalement corrompus. C'est pire encore que l'avocat et que les restes. Parce que il va corrompre la substance de la vie. Parce qu'il émet des théories d'autorité qui s'appliquent à la société. Ok. Et si sa théorie est viciée, c'est toute la société qui est viciée, qui va suivre le mouvement. C'est-à-dire c'est une sorte d'éclaireur qui montre les chemins. C'est un peu comparable à ceux qu'appelait Socrate des sophistes. Oui, sophiste ne suffit pas encore, parce que là, il cherche des raisons à tout et tout ça. C'est pas ça. Oui. Ici, c'est prendre une décision, une option manifestement en contradiction avec la raison. Ok. Parce que l'idée ici, l'intellectuel, on parle du défi lancé à la puissance illuminatrice de la raison. Voilà, nous allons prendre ces auditeurs. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Je répète, 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. J'ai vu tantôt Monsieur Moïse appeler, je sais pas, peut-être qu'il va rappeler, et un autre auditeur. Maintenant, le standard est opérationnel, donc nous attendons que vous appeliez pour que nous puissions vous accorder la parole. Voilà, maintenant le tout premier. 50, la radio interaction. Bonjour Papa Willy depuis Mangafoula. Bonjour. Bonjour au prof. Je l'appelle comme ça. Ok. Bonjour Monsieur Willy. Il parle toujours tellement haut que ceux qui sont plus bas ne le comprennent pas. Je voulais poser une question, prof. Je dis, pourquoi l'intellectuel congolais est versatile? Puisque je me suis rendu compte, même ceux qu'on ne respecte, mais quand ils vous disent des choses, un mois après ils changent, 2 ans après vous ne les reconnaissez plus, c'est malheureux un peu. Puisque j'ai vu des gens qui exercent de hautes fonctions dans ce pays et qui se disent du jour au lendemain, j'impose la question, et quel serait le Congolais, le fanatique, qui, quand il se penche vers un point, il ne voit jamais le mal de cette personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont condamné Kagame ici. Ont même dit que le président Kabila était complice de Kagame, que le président Kabila était ami des Rwandais, il était corrompu.
dites même par les intellectuels. Mais aujourd'hui, les mêmes intellectuels vous disent qu'il acclame Kagame et tous vont chez Kamel et vient de l'enfant de Jésus était là-bas, Moïse était là-bas. Moi, je me pose la question, moi, devenir ami de l'ennemi de mon père, celui qui a envoyé mon père sous terre, et moi, devenir ennemi de ce type-là. Je comprendrai. Moïse, à ce moment-là, quand son frère était KTBT dans RCD, il était avec eux. Mais je me pose la question, pourquoi les Congolais agissent comme ça? Merci. On peut tuer son frère aujourd'hui et demain le voir ami à cette personne puisqu'il lui donne de l'argent. Non, l'intellectuel congolais a tiré dessus. L'homme politique congolais a tiré dessus. Et comme ça, nous n'irons jamais de l'avant. Merci, Papa Willy. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Papa Willy. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio Interaction. Bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour, papa. Comment on a le bengi biso api? Bonjour, papa. Nazali, professeur assistant. Pardon? C'est pas le sujet pour aborder, mais... Est-ce que, papa, s'il vous plaît, Okoiko s'éloigner na radio na yo, zala mo msika radio. Ok, na boja on le bande. Ok, merci. Il y a un problème. Je crois que au monde de l'autre un intellectuel, la grande cerveau-là, la capacité de l'esprit, le pragmatisme de la présence. L'interlocuteur n'a autour de Bangwaou. Quand on n'a pas la dignité, les appaches pour payer. Moi, j'ai fait pratiquement 20 ans d'enseignement. La CRS. Mes appaches pour changer moi. C'est tel. Mais, on a la solution aux Agamapas. Mais encourager quand même. Avant la courage, on a dénoncé, on a comme tout dans le banque. Apport n'angande, on a encouragé. Papa Kombonani, rappelez Biso Kombo, pardon. Professeur d'assistant Matondo. Ah, Papa Matondo, hein? Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. Voilà, nous allons prendre d'autres auditeurs. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio Interaction. Bonjour, monsieur Moïse. Bonjour aussi mon maître Guillaume. Bonjour, monsieur Moïse. Les auditeurs aussi de la radio Télé 50. Oui. J'ai vraiment aimé de l'entendre aujourd'hui. Mais j'ai voulu que... Est-ce que j'ai voulu poser une question d'abord, monsieur Jean? Est-ce que quand vous êtes avec monsieur le maître Guillaume, il a des livres là-bas, il est en train de lire ou comment? Et Bélé. Ça, je ne sais pas, vous allez me répondre à part. Et il est que Bélé. Ouais, bon, c'est-à-dire que il n'y a pas moyen même de l'intercepter. J'ai voulu l'intercepter, mais il a trop de littérature, trop de choses qui parlent à la fois. Il n'y a pas moyen de l'intercepter. Et j'ai voulu que prochainement, s'il est notre invité, qu'il passe avant un jour, même l'édition du soir, vous fixez les thèmes. Comme ça, nous aussi, qu'on parvient à avoir des dictionnaires, des livres aussi, des cahiers, pour un peu se rattraper. Parce qu'il y a trop de choses, on ne parvient pas, il y a des mots difficiles, tout là, quand il lit là, on ne parvient pas à se rattraper. Ok. En profondeur, ce que j'ai suivi de lui, c'est quoi? Il a parlé de l'intellectuel qui devient un professionnel, et donc du professionnalisme, donc une profession plutôt. Et maintenant, dans tout ça, je voulais lui poser une question. Avec le ministre du média, on peut parler aussi d'une profession, parce que nous avons entendu avec le ministre du média tout le temps, quand il fait les rappels ou bien il veut parler au nom du gouvernement, il nous fait des promesses.
Par exemple, avant les élections de 2016, il avait promis qu'il n'y aura jamais troisième dialogue, il n'y aura jamais transition, il n'y aura jamais. Mais enfin, on se retrouve que tout ce qu'il disait là, rien n'a marché. Et on est aujourd'hui dans l'impasse des transitions, des histoires, de l'accord, du dialogue. Bon, dans ces thèses-là, est-ce que lui aussi, le ministre du Média, on peut lui parler d'une profession? Bon, autre chose que je voulais parler, c'est quand vous avez parlé problème de Rwanda, de Burundi, tous les pays voisins. Je crois que les pays voisins sont des pays anglophones. Nous sommes des pays francophones. Nous sommes un pays francophone. Aujourd'hui, j'ai appris que au Rwanda, il y a une dame qui veut être candidate à la francophonie. Elle est donc soutenue par la France, qui est un pays francophone. Aussi en tant qu'au Rwanda, dès l'école maternelle, les gens apprennent en anglais. Et on ne comprend pas comment on peut soutenir cela. Et en plus de ça, quels sont des critères? Par exemple, qu'on doit qualifier un pays dans les pays francophones. Par exemple, on nous dit que la RDC, c'est le deuxième pays francophone au monde. C'est quels critères? Parce que nous avons vu que nous avons des universités, nous avons beaucoup de choses ici, mais ça ne prouve pas que notre capacité d'intellectuel joue un grand rôle. Vous voyez, aujourd'hui, le professeur Guillaume et le maître Guillaume, il a beaucoup de connaissances. Il est incapable de faire promouvoir son œuvre dans ces pays compte tenu de ce que nous sommes, de ce qu'on représente sur le terrain, sur le plan des ménages, sur les problèmes intérieurs, même des études, même sur le plan de l'éducation. Alors, je m'aimerais que Maître Guillaume nous puisse nous parler un peu sur ces deux préoccupations-là. Je m'excuse vraiment pour prendre trop de temps. Merci. Merci, Monsieur Moïse. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger. Le 85 48 18 346. Il y a un SMS. Bonjour, Monsieur Jérémy, et tous mes respects. Je ne sais pas comment vous le dire, mais j'ai un profond respect pour la personne de Guillaume Manjolo. Je ne sais pas si on peut en compter 2 ou 3 en République démocratique du Congo, mais sincèrement, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quelle place? Je sais pas. Bon. C'est pas signé. Il s'est pas signé malheureusement. C'est un SMS anonyme. Il dit seulement que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci à la personne, c'est simplement voilà. Mais moi je me demande quelle place. Une faveur. Moi je me demande quelle place. La place que cette personne estime que je dois occuper. Donc elle est libre. C'était l'esprit libre qui pense comme ça. Voilà. Je donne autorité à cet esprit libre de penser comme ça. Voilà. Alors nous allons prendre un autre auditeur. 50 la radio Interaction. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Papa Roca. Oh, Papa Roca, bonibino, papa. En tout cas, bonjour à notre invité, en tout cas. N'appelle à l'Inakina Tuna Mutuna Boui. Soki, par exemple, Toyokaka opposition lobby de 2006 jusqu'aux élections. Donc, il y aura une transition sans Kabila. Est-ce que Biloko Wana il a fait prophétie? Et nani profession? Parce qu'il y a quelque part, il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de dialogue, c'est la profession. Bon, pour dire que non, il y aura une transition sans Kabila, il a fait profession. Nawe tali nani baoyo ya Rwanda na bamususu biso Rwanda zana droit kende koloba makambo ya Congo te parce que ezana Kongola ta moko apesa ye mandat kende koloba biloko wana te. Ezana Congolais moko apesa ki ye mandat te. Donc wana za babiloko na bango ya bilobela o bazo kende koloba kuna wana etali bango biso toza kuna te biso za problème que toza na élection le 23 décembre 2018. Oya aza candidat aya postulé. Et s'il na ba candidat oya président na riba msuba zolo ba o Katumbi. Katumbi c'est un Italien aza na droit ko ya ko postuler awati. Ce qui
Papa Roka. Papa Roka, tozonga, s'il vous plaît, Papa Roka, tozonga na contexte. Papa Roka, s'il vous plaît, Papa Roka, tozonga na sujet. Wana ukomi go ramasser biloko pêle-mêle, sujet na biso eza wana telelo, pardon. Bon, merci beaucoup. Mes problèmes, il y a un base na bango. Donc une élection, makambo comme ça belé zaté. Makambo balobi baza majorité. Donc pas prouver biso na élection, c'est baza na majorité. Moi c'est ngango. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Nous prenons le tout dernier auditeur. 50 la radio interaction. Bonjour. Bonjour. Oui, papa, comment est le bengi biso api? Ah, prof Matondo, d'accord. Ok, na lungu, c'est qu'on a un sélection na yo. Après, l'adresse na yo, donc où ça va tout s'entraîner. D'accord, wana il faut benga. Problème t'es papa, au benga biso après émission, juste ton émission ici là comme ça, au côté en contact na maître Guillaume. Merci. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. C'est le numéro du standard, il est opérationnel. Nous attendons vos différentes réactions. 50 la radio interaction, bonjour. Allô? Malheureusement, il est parti, l'auditeur. Je crois que nous allons épuiser carrément les appels et puis nous allons vous laisser conclure. 50 la radio interaction, bonjour. Bonjour. Oui, papa, comment on a le bengi biso api? Moi, c'est M. Amis, je vous appelle depuis la commune de Limité. Monsieur Amissi, on vous écoute. Bon, en fait, moi, je voulais juste intervenir concernant, parce qu'il y a un monsieur qui a appelé, si nous sommes le premier pays francophone, pourquoi qu'on le cite. Si nous sommes le premier pays francophone, parce que c'est par rapport d'abord à la démographie. Et puis, concernant le Rwanda, c'est pas le sujet. Vraiment, seulement je nomme le Rwanda. Monsieur Amissi, pardon? S'il vous plaît, le sujet du jour, ce n'est pas par rapport à la francophonie ou au Rwanda, c'est par rapport à l'intellectuel. Quel est le rôle de l'intellectuel congolais au jour d'aujourd'hui par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays et qui est appelé ou doit être appelé intellectuel. Donc c'est ça. Ok, donc en fait, je voulais juste revenir sur cette question-là. Mais d'abord, je veux balayer un peu ce que j'ai entendu par rapport aussi aux intervenants. Et puis, juste sur la question. Donc, non, malheureusement, le temps nous fait défaut, donc vous devez aller droit au but. Inutile de répondre à d'autres auditeurs. Ok, merci beaucoup. Oui, allez-y. Voilà, c'en est donc fini pour les appels ou les auditeurs. Nous allons cependant laisser temps à Maître Guillaume Monjolo pour d'abord réagir par rapport à tous les appels et puis conclure. Bon, nous allons prendre quand même le tout dernier auditeur. 50 la radio interaction, bonjour. Bonjour, je m'appelle Vanel Kabamba, je vous appelle depuis Mongafula. Monsieur Kabamba depuis Mongafula, on vous écoute. Oui, j'allais juste poser une question à notre auditeur, à notre invité, pardon. Qu'est-ce que le président Kabila aurait fait pour qu'il soit aujourd'hui la cible de tous les pays de la France, précisément? Parce que Kagame, comme vous venez de le démontrer, les deux pays dont la France se sert pour... Voilà, malheureusement il est parti, mais nous devons recadrer les choses, nous devons rester circonscrits en tout cas dans le sujet. Il s'agit bel et bien de l'intellectuel, nous parlons de l'intellectuel, l'élite congolaise. Bon, pas l'élite, mais l'intellectuel qui est appelé intellectuel et quel est son rôle à jouer
pleinement dans la société, surtout par rapport à ce temps, la situation qui prévaut actuellement. Alors, Guillaume Monjolo, vous avez la parole. Bon, merci. Merci à tous ceux qui ont appelé. Je pense que la chose à retenir pour le travail de l'intellectuel, c'est la phrase simple, c'est que l'intellectuel lance un défi, ce qu'on appelle les défis lancés à la puissance illuminatrice de la raison. Comment est-ce que on rencontre la raison en cherchant des éléments qui participent à la construction de la raison? Rien que la raison, pas autre chose. Ce qui fait, comme nous disait Nietzsche tout à l'heure, la passion est en dessous. Donc il doit être au-dessus de la passion. Tout ce qui est passionnel ne participe pas au travail intellectuel, ou au travail de l'intellectuel. Hein? Ça peut participer au travail intellectuel, mais pas de l'intellectuel. L'intellectuel, lui, est dépassionné, il est au-dessus, et il produit. En ce qui concerne notre pays, qui est la RDC, j'avais ici, il y a quelque temps, parlé de Volksseele et de Volksgeist, l'âme et l'esprit d'un peuple. C'est ce qui constitue notre communauté, la communauté vivante. Je l'ai écrit dans mon texte, Ma Nation, et je l'ai expliqué abondamment. Et ça, c'est notre identité nationale et qui recommande que chacun d'entre nous ait la passion pour cette identité nationale. Elle est composée de quoi, cette identité nationale? Elle est composée notamment des mains coupées, de cette souffrance particulière qui a créé, qui est, après la création de l'État indépendant du Congo, qui est le point de départ de ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce point de départ-là a été organisé de manière macabre par l'Occident. Alors, l'intellectuel qui travaille, comme dit Mudimbe, doit sans cesse s'écoler à l'archéologie de la RDC. Cette archéologie, c'est notamment les Volksseele, les Volksgeist du Congolais, la communauté congolaise vivante, issue des mains coupées, toutes les souffrances endurées. Partant de là, toute personne voulant entrer dans les champs de la RDC pour prendre part d'un côté ou de l'autre des enfants des mains coupées, des descendants des mains coupées, ne peut pas être accepté. C'est-à-dire qu'on doit régler nos problèmes internes entre nous, comme ça se passe partout ailleurs. Voyez-vous, regardons l'exemple de la France. Ils ont des problèmes, ils ont eu des problèmes. Les Allemands ont eu des problèmes, les Anglais ont eu des problèmes. Les Anglais, les Irlandais ont des problèmes. Est-ce que vous avez déjà vu qu'il y ait d'intermédiaires pour gérer le problème entre les Irlandais et les Anglais? Non. Ils règlent ça entre eux. Ils mettent en place des mécanismes liés à ce qu'ils sont. Donc, en vertu de quoi nous, on ouvrirait notre espace, notre intimité, nos saletés aux autres, et on va même se prévaloir que ces autres-là viennent intervenir et qu'on puisse même les applaudir. Je pense que c'est un manque total de la passion pour la RDC, une méconnaissance approfondie du Volksseele, du Volksgeist, et par conséquent, une blessure faite à l'identité congolaise. Donc, ça c'est juste pour recadrer les choses, permettre à ce que ceux qui nous suivent sachent de quoi il s'agit. Donc, les rôles de l'intellectuel en ce moment doit se jouer en tenant compte des outils majeurs qui créent, qui fondent la nation qui est la nôtre. Donc, par conséquent, chaque exercice, chaque mot, partant du principe qu'on a l'autorité de l'orientation de la société, doit tenir compte absolument de ces prérequis, de ces fondamentaux. Alors, les profs ou l'assistant prof Matondo, je comprends la difficulté. Nous naviguons dans un monde difficile. On ne peut pas convaincre les gens complètement tordus par le fait de l'obsolescence. Ici, j'expliquais la fois passée l'obsolescence, les renversements des valeurs. Ce qui fait que ça fait 20 ans qu'il enseigne, il est malheureux de voir que ça n'avance pas. Parce que tout simplement, dès le bas âge, on a tordu la rectitude. On a inversé les valeurs. Une fille qui a une petite robe simple, qui revient à la maison, qui est correcte, qui fait ceci, qui fait cela et tout ça, qui travaille pour ses parents, qui va à l'école, est déconsidérée par rapport à la fille qui revient à la maison avec de l'argent. Sans travail, elle a 18 ans, elle a 19 ans, elle n'a pas de travail, mais elle va se prostituer, elle prend de la valeur de la société parce qu'elle s'habille, si c'est à la mode et tout, mais elle se prostitue. Et on applaudit ça. Voyez-vous, ce n'est pas acceptable. Un monsieur ou un jeune garçon de 18-20 ans amène son père aveugle sur le boulevard. Au lieu d'aller travailler pour le nourrir, non, il l'amène pour faire le mendiant. Alors que il a la force valide, il est valide pour pouvoir aller faire un champ ou n'importe quel travail et tout ça.
qui lui donne la dignité humaine afin de soutenir son père. Mais non seulement il humilie son père, il s'humilie lui-même, il se dénie même la qualité de la validité de l'homme. Et voilà, on a inversé toutes les valeurs. Bon, alors, ne vous étonnez pas que ces processus de l'école primaire avec tous ces éléments néfastes à la santé d'une nation, d'une population, d'une communauté, ne puissent pas, arriver à l'université, produire les effets tout autant néfastes. Malheureusement, c'est ça. Donc, on doit refonder à travers un grand ministère de quoi? De la culture. Bien entendu. Un grand ministère de la culture avec des fondamentaux par rapport au Volksseele, Volkszeit, en ce qui concerne notre communauté vivante, tirée des mains coupées, et son évolution et le respect absolu, l'absence d'intelligence avec l'extérieur, peu importe notre situation, qu'on doit laver, enfin nos linges sales doivent se laver entre nous, s'entendre, et toujours être arc-bouté sur les ajustements raisonnables, sans cesse. C'est ça les enfants d'une même famille. Donc c'est nécessaire. Et puis il y a eu Monsieur Moïse. Bon, Monsieur Mende fait la politique. La politique est notamment d'avoir des prévisions qui marchent, qui marchent pas et tout ça, d'avoir des perspectives qui sont opérationnelles, pas opérationnelles. C'est pas mathématique, c'est pas scientifique au sens de la raison. C'est pas forcément une matière raisonnable la politique. C'est pas raisonnable. Donc on projette, on fait des choses et finalement ça marche pas et tout ça. Quand ça marche, ben écoute, on s'applaudit. Quand ça marche pas, ben on fait on baisse la tête. Donc je pense que c'est même pas nécessaire de pouvoir évaluer ça. Tous les programmes politiques de par le monde ne réussissent jamais à 100%. Des fois ça marche pas du tout, des fois ça marche moyennement. Donc c'est difficile d'atteindre l'objectif en politique. Donc ce qu'il dit est un rapport avec la situation politique. Il faut l'évaluer en tant que tel. Donc ça n'a rien à voir avec une profession particulière. Ici on parle de l'intellectuel en tant que profession. Donc il faut sortir de la francophonie, les Rwandais, tout ça, c'est pas le sujet. J'avais ouvert la parenthèse pour expliquer la difformité des gens qui prétendent donner des leçons à la RDC quand ils seraient dans le miroir et que dans les tutti unisono, ils sont accompagnés par l'intelligentsia congolaise. Donc c'est de ça en fait, c'était juste une sorte d'illustration de ce que ne doit pas faire l'intellectuel des professions. Et puis Monsieur Roch est parti en politique. On aura des émissions peut-être politiques, dans d'autres émissions, on pourrait poser des questions, mais si en l'espèce, c'était pas nécessaire. Mais la versalité dont parlait Papa Willy, la versalité de l'intellectuel congolais. Non, c'est-à-dire qu'on peut avoir fait un travail intellectuel, on a été intellectuel à une période et on ne l'est plus par la suite. Ah bon, donc on peut perdre cette qualité. Ah mais on peut perdre cette qualité-là. Il y a des gens qui ont dénaturé leur science, absolument, qui ne sont plus dans la science, qui sont sortis de là. Parce que la science, c'est pas la passion. Or, celui qui va dans la passion n'est plus dans la science. On vous dit, il faut taire la science. La science est néfaste pour la passion est néfaste pour la science. Alors, un intellectuel passionnel, c'est pas un intellectuel. Il est dans un domaine différent du divertissement, du folklore, mais ça n'a plus rien à voir avec la science. La science, je répète, je reviens là-dessus, c'est les triptyques. Les raisons, vertu, bonheur. C'est-à-dire, ce que vous faites doit être raisonnable au sens strict du terme mathématique. Et vous devez être vertueux pour porter ça, ou faire porter ça sur les gens vertueux, qui finalement produiraient le bonheur de la population. C'est ça la science. C'est ça être intellectuel. Mais tant que ce que vous faites n'est plus raisonnable, vous n'êtes plus intellectuel. Vous l'avez été à un moment donné, vous avez produit, vous avez vendu, vos thèses sont toujours opérationnelles. À la fin, elles ne sont plus opérationnelles. Lorsque Heidegger, les grands Heidegger, soutient la faiblesse des autres races, soutient qu'il faut éliminer les juifs. Et on dit, mais il y a Heidegger avant, il y a Heidegger après. L'Heidegger de la période nazie n'est pas le bon Heidegger. Donc, ce qui veut imprimer sa parole, l'autorité politique, l'autorité plutôt intellectuelle d'Heidegger, sombre dans la période nazie. Il commence à pourchasser les autres collègues qui sont d'origine juive. Pourtant, il vit avec Hannah Arendt, qui est une juive. D'ailleurs, elle aussi qui a des problèmes chez elle. On dit, voilà, écoutez, tu es une juive honteuse parce que tu t'es accouplé avec un nazi. Les grands Martin et Heidegger a sombré totalement. Pour ne parler que de lui. Il a sombré totalement, c'est-à-dire qu'il a perdu toute la raison scientifique parce qu'il devait soutenir une cause malsaine, qui est le nazisme, et qui est une cause néfaste pour la santé humaine, qui a détruit les autres populations en disant qu'ils étaient des sous-humains. Donc, ce n'est pas acceptable pour cette hauteur d'intelligence. Donc, ce qui fait que cette versatilité qui est dite par M. Willy, c'est vous franchissez les caps, vous sortez de l'espace intellectuel
pour aller faire les troubadours. C'est les troubadours, c'est plus l'intellectuel. L'exemple type qu'il faut retenir ici, M. Willy, et ceux qui nous suivent, c'est Martin Heidegger. Martin Heidegger. Donc ça, c'est la prononciation en allemand, c'est lui. Bon, maintenant, en ce qui concerne les textes, en fait, il faut dire, déjà, il y a un adage qui dit « allez au bout des livres ». Je pense que vous n'aurez pas, vous pouvez avoir un dictionnaire en français, un dictionnaire des philosophies, un dictionnaire politique à côté, parce que vous avez beaucoup de mots que vous ne trouverez pas dans les dictionnaires normaux, Larousse et tout ça, vous ne trouverez pas ça. Vous n'allez pas trouver la cryptomnésie, par exemple, vous n'allez pas trouver, il y a une série de mots, le Volksgeist, le Volksheile, vous ne les trouverez pas dans les dictionnaires normaux. Ce sont des termes un peu barbares qui viennent des concepts qu'on ne peut pas traduire. Qu'on ne peut pas traduire, c'est assez complexe par rapport à ça, quoi. Donc, la culture pessimismus, donc vous trouverez pas non plus. Donc, ce sont des termes assez qui viennent d'autres textes qui ne sont pas disponibles, qui sont accessibles. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est quand je suis sur des mots comme ça, je dois expliquer. Bon, en fait, j'amène des livres sur les plateaux parce que je dois lire les passages. Mais j'ai peut-être la facilité d'avoir ingurgité tout ça, et bon, j'ai mal à ça, je le sors, parce que tu peux pas venir avec 50 livres, lire 50 livres, non. Donc tu les as lus, tu les as maîtrisés, mais la démarche scientifique exige que quand tu dois lire un passage, lis-le correctement. Parce qu'il y a des preuves, en tout cas. Oui, on peut aller sur Internet pour taper ce passage-là, on va les retrouver éventuellement si ces livres est déjà en ligne. Bon, donc il faut lire fidèlement ce qui a été dit par l'auteur, n'est pas dénaturé, hein. Puisque bon, j'ai vu les gens parler de moi sur la théorie de la musée du manioc que j'avais émis dans Ma Nation, mais ils les lisaient mal. Bon, les gens parlaient de moi sur les Ikra, dans les vents du désespoir, mais ils les disaient mal, parce qu'ils n'avaient pas lu l'entièreté de la page. C'est-à-dire que j'explique que l'homme, dans la conception biblique des choses, a été créé par Dieu. Dieu lui donne l'intelligence. Cette intelligence nécessite qu'il cherche en permanence pour se retrouver. C'est ça, Ikra, en arabe. Mais il faut encore... Mais Ikra, vous n'allez pas le trouver non plus dans le dictionnaire. Donc ça, c'est une terminologie tirée de l'arabe qu'on incorpore dans la phrasologie de la philosophie. Et maintenant, il faut chercher dans les livres conséquents, c'est-à-dire notamment les Corans et autres textes des théologies et tout ça. Donc on fait référence à tout ça. C'est ça, en fait, la quête de l'intelligence. Et d'ailleurs, je voudrais rassurer à nos auditeurs que on a pris compte de vos réclamations visant à téléviser Interaction. Donc sachez que dans les tout prochains jours, il y aura des caméras dans nos studios de radio et ça servira notamment à prendre des images d'Interaction et comme ça, elle pourra être rediffusée à la télé aux alentours de 23h et quelque chose comme ça. Donc wana bozoter au moins ba livre nyo surtout oyo maître Guillaume Ayaranango et alors ben représenter binango un par un, comme ça vous permettra d'aller chercher les différents ouvrages qui l'emmènent et vous pourrez aussi vous documenter. Voilà, nous allons. C'est donc fini, hein, parce que le temps nous fait défaut. Mais il y a un SMS, quelqu'un a écrit un message ici. Il dit Maître, bonjour Radio 50, bonjour Maître Manjolo. Est-ce que Maître peut nous faire un livre, peut produire un livre reprenant les savants, les intellectuels congolais? Oh, ça c'est un travail colossal parce que bon. On n'a pas d'archives, on n'a pas de structure au niveau de la RDC, on n'a pas de bibliothèque, on n'a rien du tout. On n'a pas un mécanisme de recherche organisé en RDC parce que normalement, on devait avoir au niveau des facultés universitaires des structures habilitées à faire ces recherches. Oui, des annuaires. Bah oui, mais on doit voir ça, on n'a pas. Toutes les productions intellectuelles devaient être mises en exergue, enseignées, présentées. On n'enseigne pas les livres congolais en RDC, on enseigne autre chose, tout ce qui est étranger. Malheureusement, je suis pas outillé pour ça. Et en plus, c'est pas mon domaine. Je suis pas dans le domaine de la compilation des choses. Je suis dans le domaine de la pensée, de la réflexion sur la pensée, tout ça. Et comment est-ce qu'on peut produire un peu d'intelligence dans un domaine, dans un autre. Donc, non, là, je préfère prendre la posture de Shostakovich. Non, donc voilà. Je pense que ce que je peux dire à ceux qui nous suivent, c'est que ma démarche au niveau de ces conférences,
sera toujours pour fil conducteur les considérations intempestives ou considérations inactuelles. Je ne vais pas me mettre dans l'air du temps. J'essaierai chaque fois, parce que c'est pas nécessaire de dire que bon, il fait jour quand il fait jour. C'est pas nécessaire. Dans tout ce qui est convenu, qui est palpable, qui est factuel, il faut pas en parler. Ça serait des pléonasmes idiots. Alors, je préfère démontrer qu'effectivement telle chose ne va pas, ou ce qu'on dit qui va ne va pas du tout. Donc ma démarche c'est celle-là. Et je ne peux pas, je sais que je ne suis pas actuel. Hein, je le dis la fois passée, je sais que je ne suis pas actuel. Comme disait Nietzsche, certains naissent de manière posthume. Et il se peut que je naisse de manière posthume. Parce que ce que je propose aujourd'hui n'est pas d'actualité. L'actualité en RDC, c'est les pouvoirs, c'est l'argent. C'est la notoriété liée à la musique, parce qu'on va dire, il y a Yezanani, Yenani. Yeno Bungsamboko. Voilà. Yenani là, voilà la réponse à Yenani. Yenani correspond à un homme d'État, politique, puissant, ministre. 2, millionnaire, et format un paquet d'argent et tout ça, et les gens sous son autorité, la plan excellence, sous mon pas, machin, tous les tralala. 3, dans les secteurs du folklore, de la musique, du sport et tout ça, il a un nom assis là-dedans. Yenani, c'est ça. Or, pour moi, Yenani devrait être Moudimbe, Kamana, Ngal, Elikambokolo, Ndaiwel. Ça devrait être ça. Pas autre chose. Kalele à son époque, pas les Kalele actuels. Donc, c'est ça les Yenani. Ce qui est la référence est celle-là. Je suis très, très content de voir que tous les discours de Macron, il y a des incursions philosophiques en permanence. Il prend du plaisir. Et on voit que Paul Ricoeur apparaît par ici, Heidegger apparaît par là, Nietzsche ici, Sartre par là. Dans tous ces discours, il y a comme ça, en pointillé, tous les auteurs interviennent. Il y a coude à coude, c'est cette danse d'auteurs, cette danse des philosophes et tout ça. Et ça fait plaisir d'entendre ça. Les Yenani là, c'est la personne qui va illuminer les autres pour l'éternité. C'est lui qui va illuminer les Congolais pour l'éternité. C'est ça les Yenani. C'est ça l'intellectuel. C'est ça, en fait, cette matière grise qui imprime notre façon de vivre, qui la modifie, qui l'oriente, qui nous éclaire et qui reste ainsi ad vitam aeternam. C'est ça Yenani. Yenani, c'est pas l'argent, c'est éphémère. Qui se souvient, qui aujourd'hui parle vraiment aux États-Unis des Bill Gates, les gens dans l'argent? Mais John Rawls, attendez, c'est quelqu'un. Noam Chomsky. Sur ces plateaux, j'ai jamais presque parlé de Bill Gates, mais je parle des autres. Bon, voilà, c'est ça en fait. Qui pouvait savoir penser un seul instant que Socrate, c'est fils de pauvres femmes, sages femmes, dont les pères étaient inconnus, serait aussi célèbre jusqu'à aujourd'hui. Et il n'a même pas écrit, il parlait simplement. Qu'Épictète, un esclave affranchi, nous a expliqué comment est-ce qu'on peut combattre contre les tyrans sans prendre les armes. Épictète, dans la Rome antique. Donc, il y a tout un tas d'auteurs comme ça, Virgile. Et lisez un peu Dante, la Divine Comédie, les passages entre les enfers purgatoires et les paradis. Lorsqu'il se promène avec Virgile dans les Valhalla, comme j'ajoute l'histoire de la Prusse, puisque bon, ça c'est la mythologie plutôt germanique, mais c'est pas les Valhalla en ce qui concerne la Rome antique. Donc, Dante se promène avec son maître Virgile, il traverse les enfers, il tombe sur les cardinaux. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici aux enfers? Il dit, mais Virgile lui dit, mais ce sont des criminels. Ces gens ont pillé, ont tué. Il ne faut pas regarder leur robe pourpre. Voilà, leur place est ici. Plus loin, il rencontre d'autres prophètes et tout ça qui étaient installés aussi au niveau des enfers. La Divine Comédie, un texte magistral. C'est ce texte-là qui donne l'illustration, en fait, de la chapelle Sixtine à Rome. Hein. Donc, voyez-vous, c'est toute cette quête de la connaissance en permanence. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de Cicéron? Ce sont les textes. Pourtant, Cicéron, c'est pas un patricien à la base. C'est un plébéien. Mais de César à Cicéron, tout ce qu'on retient pour l'instant, les plus grands pour moi, reste Cicéron. Les maîtres des avocats
et avec une philosophie qui accompagne son métier d'avocat et des politiques, c'est extrêmement puissant. Yenani, Yé Cicéron, Yenani, Yé Jésus, fils de Marie et du charpentier. Dieu est vivant, dont à l'époque, on ne regardait même pas. On dit, mais c'est qui celui-là? C'est un troubadour. Il dit quoi? Fils de Dieu. Tout le monde allait se moquer. En RDC, Jésus d'époque allait être Yenani. Mais aujourd'hui, tout le monde dit Jésus et tout ça. Hein? Qu'on se mette dans les contextes de la RDC d'aujourd'hui, avec ce mépris total pour la connaissance et le savoir. Et cet applaudissement effréné pour les millionnaires. Un de vos collègues sur un plateau, pour ne pas le citer, Floride Zantoto, mais dit oui, tu parles de lui, il a une aura. On confond compte en banque et aura. Un millionnaire qui ne sait pas aligner deux phrases dans la moindre langue, il peut être parfait en Swahili ou en Lingala ou en Chiluba, mais il est parfait en rien. Donc il n'a pas la maîtrise de l'outil de communication des êtres humains. Il n'en a pas. Donc il a juste l'argent. Je dis, mais Floride Zantoto, à ma modeste hauteur, comme un scarabée, je produis d'intelligence. Cette intelligence est enseignée, donc c'est transmis aux autres. Héraclite dit, l'enseignement est insolé pour ceux qui les reçoivent. Or, ce que moi j'ai écrit dans mes textes est enseigné. Donc on donne un soleil aux autres. Tu préfères qu'on te donne des millions par rapport au soleil. Tu peux être dans l'obscurité avec des millions, mais pas le soleil. Voilà un peu pour faire le contour de la nécessité de promouvoir l'intelligence qui est éternelle. Qui est éternelle. Le verbe est éternel. L'argent, l'or, tout ça n'est pas éternel. Voilà, c'en est donc fini avec cette très belle poésie. C'est une poésie, mais ça vous ramène tout le temps à la pensée, à la réflexion, et ça c'est merveilleux. Une signature propre à Guillaume Pépin Manjolo, à qui déjà je dis merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation, et à la prochaine en tout cas. Merci infiniment, j'espère bien que la semaine prochaine on ne sera pas ensemble, oui. Mais la semaine d'avant, une semaine avant, on donnera les thèmes de sorte que les gens se préparent en conséquence. Donc si je dois passer, il faut tenir compte des appréciations des uns des autres, de ceux qui nous ont conseillé à voir, parce que les gens prennent note et c'est important de pouvoir aider à ce que ce soit. Mais en même temps, j'ai signalé aussi au passage des cultures là-dessus, on fera en sorte que toutes ces émissions soient transcrites sur papier, et je vais en faire vraiment des documents, un livre ou un livret qui porterait un peu toutes ces conférences. Donc il y a déjà des gens qui sont en train de travailler là-dessus. Ok. Voilà, c'en est donc fini. Merci à vous tous qui avez participé directement ou indirectement à cette interaction, et spécialement à Papa Willy Amongafula, à Papa Matondo, l'assistant Matondo, à Monsieur Moïse Ouron-Pengaba, Papa Roca, Monsieur Amissi et Monsieur Kabamba à Mongafula. Donc le rendez-vous est pris pour demain jeudi avec Ariane Mboum. Mais ceux qui n'ont pas eu le temps de le suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15 heure de Kinshasa, tout juste après la dernière édition du journal de la journée. Moi, je vous retrouve vendredi. Pendant ce temps, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori.